Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune du Vaucluse, un magazine de société coproduit par les médias du diocèse d'Avignon. Pendant près de 45 minutes, une personnalité de la société civile du Vaucluse est invitée à partager sur l'actualité, les questions de notre temps, en répondant aux interrogations des éditorialistes des médias locaux. Pas de guet-apens, mais une vraie liberté de parole et d'interrogation, une bienveillance décomplexée pour s'enrichir de l'expérience et du regard de ceux qui aujourd'hui observent le monde. Alors laissez-moi vous présenter Monsieur Gilles Guignot, rédacteur en chef du mensuel catholique Le Bloc-Notes du diocèse d'Avignon, Monsieur Patrick Knippiller, éditorialiste de la radio RCF, Bonjour. Et à ma gauche Monsieur Henri Faucon, en charge des relations dans les médias entre les églises chrétiennes du Vaucluse. Madame, messieurs, bienvenue à vous, la tribune est ouverte. Bonjour. Dans quelques instants, nous rencontrerons notre invitée, Madame Hakima Ait El Kadi, dont le parcours nous est présenté en quelques petits instants. Hakima, vous êtes née à Nantes, mariée sans votre consentement à 17 ans, vous partez à Strasbourg où vous décrochez un doctorat de sciences sociales et philosophie politique. D'une famille modeste et chérifienne, vous décidez d'enlever le voile vers 20 ans, ce qui crée un rejet de la part de vos proches. Mais vous gardez le soutien de votre mari. Ce dernier s'installe avec vous à Avignon et vous faites un post-doctorat à Marseille dans le cadre du CNRS de la Timone, où vous suivez des familles pour comprendre les comportements addictifs et dangereux chez les jeunes. Aventure passionnante, mais qui vous mange petit à petit. Vous cherchez alors un poste ailleurs et vous allez à Paris passer un entretien pour être maître de conférence sur la sociologie de l'adolescence à la Sorbonne. Là, 2 questions sont déplacées. Êtes-vous musulmane et votre mari est-il marocain comme vous? À ces questions, vous bottez en touche. Mais à la fin, l'examinateur vous dit « Je vais essayer de faire en sorte que vous soyez au moins classé ». Choqué, vous portez plainte et obtenez un reportage de France 3, à la suite duquel Marie-Josée Roig vous convoque et vous propose d'être sur sa liste en tant qu'adjointe. C'est en 2007, vous avez 31 ans et êtes novice en politique. Durant votre mandat, vous rejoignez 8 mois Dominique de Villepin, puis revenez à Avignon. Aujourd'hui, vous dites être de spiritualité musulmane, mais de religion humaniste. Bienvenue Madame Ait El Kadi. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je sais qu'en entendant cette petite biographie, alors il y a des choses qui sont plus ou moins exactes et vous avez envie de remettre un petit peu les choses au point. Surtout le premier point sur lequel on dit que vous avez eu un mariage arrangé, c'est ça, auquel vous avez consenti. Alors vous êtes bien informé effectivement sur un peu qui je suis. C'est vrai que j'ai consenti à ce mariage, donc ça n'a pas été tant sans mon consentement. En revanche, lorsqu'on a 17 ans, c'est vrai qu'on n'est pas encore véritablement bien formé, on ne sait pas trop ce que l'on veut encore, mais les conditions, en tout cas, ont fait que je ne pouvais pas vivre le célibat tel que je l'entendais. C'est plutôt comme ça les choses, donc on se retrouve... Vous pouvez me traduire ce que vous avez essayé de dire à mots couverts, là, à l'instant ? C'est-à-dire, quand je dis que beaucoup de jeunes femmes, aujourd'hui, et quelle que soit leur confession, sont amenées à un moment donné à avoir un idéal de vie de célibatante, j'ai envie de dire, quand on a son bac en poche, et puis quand on est inscrit dans une culture, dans une tradition qui a vocation et qui a l'habitude de penser l'autonomie résidentielle, en l'occurrence essentiellement sur le mode du mariage et du compagnonnage marital. À un moment donné, vous faites un choix. Soit vous restez effectivement jeune fille, et en l'occurrence en ce qui me concerne à Nantes, dans les conditions qui ne me convenaient pas du tout, parce que... Donc en fait, c'était une occasion de partir. C'était une occasion de partir. C'était une occasion de partir, puisque c'était en 93, j'étais en première scientifique, et énormément de prétendants étaient venus me demander en mariage, parce que ma mère avait autorisé effectivement que la porte s'ouvre. C'est les parents qui le font savoir. Culturellement, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, tout cela aussi s'est passé dans des conditions familiales où j'ai eu 3-4 cousines qui ont fugué la même année. Donc l'étau s'est refermé sur moi. Wow. Et à ce moment-là, j'étais la dernière à
être soupçonné de fugue. Et donc les conditions deviennent... vous êtes chronométré dans vos rentrées à l'autobus, quand vous rentrez à la maison de votre lycée, quand bien même vous travaillez très bien. Donc là, vous avez trouvé une porte de sortie ? À un moment donné, quand on vous présente plusieurs prétendants, vous prenez celui qui habite le plus loin possible. D'où Nantes, Strasbourg, 1000 km, d'est en ouest. Et j'avais lu un bouquin qui s'appelait... Et vous avez appris à aimer votre mari ? J'ai appris à m'attacher à lui. Oui. Aimer, je suis encore en train de m'interroger, comme beaucoup, sur qu'est-ce que aimer quand on est dans ces conditions-là. C'est un homme qui, lui, m'a choisi. Ça, c'est vrai. Il a cette chance. Et c'est vrai que je suis énormément attachée à lui pour ce que, de compagnonnage, il aura su me faire grandir. Il avait 7 ans de plus que moi. C'était quelqu'un qui est issu d'une famille extrêmement ouverte, un homme libre. Il a entendu que je voulais absolument continuer mes études. Mais à côté de cela, c'est vrai que c'était à la sortie du mariage à la mosquée, où, parce qu'on rentre dans une mosquée, on porte un voile, je n'ai plus retiré le voile. D'accord. Et ça disait beaucoup de choses. Donc du jour au lendemain, au lycée, on ne m'a plus reconnue. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On voit qu'on pourrait, rien que sur votre biographie, passer un certain nombre d'heures à vous interviewer, et ça aura peut-être lieu. Mais la Tribune du Vaucluse veut qu'on puisse faire intervenir des personnes qui ont quelque chose à dire sur le monde d'aujourd'hui. Alors, vous avez un chemin qui est très intéressant. Et concrètement, ça fait très longtemps qu'on vous a plus vu, qu'on vous a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des élections? Donc, vous avez quitté le monde politique et vous êtes devenu quoi? J'ai préparé tous les gens qui m'entourent très tôt avant la fin des municipales, à peu près 10 mois plus tôt, à l'idée que je puisse arrêter mon engagement. Ils en étaient réjouis? Pas du tout. D'accord. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas ce départ, parce que j'étais la première à inviter les uns et les autres à s'engager dans la République, à avoir un militantisme fort. Je l'ai porté pendant très longtemps, a fortiori lorsque Dominique de Villepin m'a fait l'honneur de me mettre dans son équipe présidentielle. Et ce choix a été tout simplement sur le fait que j'avais le sentiment que j'étais dans une espèce de dispersion, parce que c'est vrai que j'étais adjointe au maire dans cette ville avec beaucoup de délégations. Marie-Josée Roig me faisait extrêmement confiance sur pas mal de dossiers. À côté de cela, j'étais universitaire, enseignante à l'université de Lyon. Et vous avez des enfants aussi? J'ai 3 enfants, dont un grand qui passait son baccalauréat, et puis ma recherche qui est en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. D'accord. Donc sur 3 territoires différents, et donc une énergie, effectivement, et je crois que c'était le moment ou jamais de prendre du recul, parce qu'il faut prendre du recul face aux choses. Je ne dis pas que je renonce. Mais c'est un recul que vous avez pris. On va rentrer dans la dimension politique. Politiquement, vous avez fait manifestement le choix de la droite, Patrick en opposition à la gauche. Quelles sont les valeurs qui vous attirent à droite plutôt qu'à gauche? Alors, j'ai pas fait le choix de la droite en tant que telle. Dans l'équipe Marie-Josée Roig Alors, voilà, et Dominique de Villepin de surcroît. Comme l'a dit le reportage, Marie-Josée Roig m'avait plus ou moins repéré par rapport à peut-être cette femme qui affronte la Sorbonne. Je crois qu'on a besoin de femmes de caractère quand on fait de la politique, c'est-à-dire des femmes qui restent bien accrochées à ce qu'elles pensent. Marie-Josée Roig ne connaissait rien d'autre de moi. Elle s'est aperçue au fur et à mesure que j'avais des convictions fortes qui, des fois, ne s'inscrivaient pas dans ce qu'elle Mais ça vous a pas freiné de voir qu'elle ne savait de vous que vous aviez cette conviction comme ça? Seulement que vous aviez eu un petit bisbille avec la Sorbonne et que ça s'était vu. Et vous n'avez pas eu le sentiment quelque part d'être récupéré? J'ai toujours été lucide. À l'époque, il faut se souvenir qu'on était dans les fameuses ouvertures à la diversité, ce mot que je déteste, le mot diversité. C'est vrai, elle l'a joué aussi très politique. Une ouverture d'une femme qui a 31 ans, qui à la fois, je rentrais dans le quota des jeunes, je rentrais dans les femmes dites ou les hommes de la diversité, dans celui des mères de famille. Et à côté de cela, j'ai voulu rester constamment issue de la société civile. Mais auriez-vous répondu de la même manière si vous aviez été sollicité par Elisabeth Guigou ou Cécile L, par exemple, qui sont de l'autre bord politique? Certainement. Donc votre choix n'était pas un choix politique, c'était un choix d'opportunité? Il n'était pas du tout un choix basé
sur une famille politique, ça a été un choix d'un engagement en République. Que ce soit le MoDem, que ce soit le centre, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, à ce moment-là, je disais qu'un élu de la République n'est pas un élu de gauche ou un élu de droite. J'avais une véritable volonté de servir. Et il a été dit dans le reportage, j'ai travaillé un post-doctorat au CNRS à Marseille, j'ai pu voir plus que les milieux populaires, j'ai vu la misère sociale. Et à ce moment-là, on se dit qu'on veut aller aux affaires. Henri Faucon. J'allais poser une question, mais vous avez déjà répondu. C'est-à-dire que pour vous, la politique, c'est servir. C'est servir. Et actuellement, je crois que l'on regarde en France ou ailleurs, on a le sentiment qu'on a perdu cette vision-là, que la politique, c'est de servir. Bien sûr, moi je l'ai vécu comme tel. À partir du moment où une famille politique, bien sûr, qui a des valeurs humanistes, m'appelle aux fonctions, parce que vous savez combien aussi c'est extrêmement difficile aussi d'arriver. J'ai découvert combien c'était dur, finalement, de faire partir de ce cercle fermé, parce que ça reste un cercle fermé. Ça a été une chance, une opportunité. Je suis arrivée, j'ai découvert et je me suis aperçue que j'ai vécu plus une expérience de désenchantement républicain, moi, fille de cette école. Et bien sûr, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là davantage pour aussi se servir, maintenir des réseaux, maintenir des enjeux qui me dépassaient totalement, au-delà de la gestion des affaires que je faisais de façon très universitaire. Et je m'étais même étonnée qu'il n'y avait pas de dossier, quand on reprenait une délégation, qui pouvait rester. Alors vous disiez il y a un instant qu'à Marseille, vous avez côtoyé la misère sociale. Qui voyez-vous capable aujourd'hui d'endiguer cette misère sociale qui va crescendo? Les politiques, les religions, les associations caritatives? Qui, à votre avis, est en mesure d'endiguer cette misère sociale qui croît dans notre pays? Je crois que aucune corporation ne peut aucun parti, aucun ne peut se légitimer d'être le sauveur, même pas une religion en tant que... On n'a pas d'homme providentiel. Exactement, en tant qu'Église. Je crois éminemment au collectif. Mais attention, pas n'importe quel collectif, il peut être ravageur, ce collectif, à cette dimension de communauté de destin. J'aime beaucoup cette expression, au-delà d'une communauté religieuse, d'une communauté politique. Communauté de destin, c'est à partir du moment où nous partageons un même espace de vie, et notamment le premier de celui-là, c'est l'interaction. Bon, concrètement, là, aujourd'hui, c'est quoi la solution pour vous ? Pour répondre à la question sur la misère, proprement parler, c'est véritablement, donc, je disais, ce collectif, mais dans une profonde empathie. Aujourd'hui, on manque de plusieurs choses. Un, l'exemplarité. S'il n'y a pas d'exemplarité, il ne peut pas y avoir de confiance. Et cela, on peut l'avoir dans n'importe quelle cellule, conjugale, familiale, sociétale. S'il n'y a pas d'exemplarité, pas de confiance, et il manque aujourd'hui éminemment aussi de la reconnaissance. La reconnaissance de l'utilité des personnes, quel que soit leur capital économique, quel que soit leur capital social. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, le drame, c'est qu'il y a un électisme, c'est qu'il y a des corporatismes qui empêchent d'avoir ce rapport-là. Et ce rapport-là va permettre de regarder l'autre dans ses difficultés. Et aujourd'hui, sur cette question plus large de la misère sociale, c'est revenir aux fondamentaux et à ses valeurs. Alors, Gilles Guignot. Bon, il y a quelques années, il y avait des cantonales ici à Avignon et vous êtes mis un peu à l'écart d'un certain nombre de gens parce que vous n'acceptiez pas sur un deuxième tour de vous trouver dans une posture de soutien au Front National. Alors la question que je pose, elle est simple. Par rapport à ce que vous venez de dire il y a 2 minutes, est-ce que vous pensez que les élus du Front National, les leaders, sont incapables d'être au service de la population ? Je peux pas avoir de jugement à ce propos. La France ne les a pas essayés, si je peux me permettre cela. En revanche, je suis inquiète. Je suis éminemment inquiète sur la façon dont vous dites bien la dimension élue partisane. Je ne parle pas des électeurs du Front National. Je les mets complètement sur un autre plan, en ce qui me concerne. Je ne fais pas l'amalgame. Par contre, la machine électoraliste, politique, pour n'avoir connu que celle qui est de la droite, par exemple, comme j'aurais pu connaître une de la gauche, elle porte un cynisme tel que lorsqu'on est borderline dans ses propos, qu'on va surfer sur du nationalisme, sur de la préférence nationale qui fait fi, quelque part, des histoires de vie, des parcours et des trajectoires, là, j'ai peur, effectivement, du Front National en tant que tel et sa capacité de
De faire fausse route. Donc si un maire d'Avignon, Front National, vous appelait, comme Marie-Josée Roig vous a appelé il y a quelques années, vous ne viendriez pas? Non. Certainement pas. Alors je vous propose qu'on marque une courte pause, puisque le temps passe, on va s'aérer. Je vous préviens, après ça, c'est François Fillon qui va sortir son chapeau, parce qu'il a sorti aujourd'hui de son chapeau un petit lapin qui n'est pas inintéressant, et je me ferai un plaisir de pouvoir vous en parler, de le citer. Et oui, vous pouvez faire des grands yeux, ce que je ne vous l'ai pas dit à nos différents intervieweurs qui sont là, et je compte bien sur vous pour réagir à tout cela. À tout de suite sur l'antenne de RCF. De retour sur le plateau de la Tribune du Vaucluse, magazine multimédia coproduit par les médias du diocèse d'Avignon, avec notre invitée Madame Hakima Aït-El-Kadi, et autour de vous, nos éditorialistes. Petite citation du jour de l'enregistrement de cette émission, Monsieur François Fillon, bien connu de tous de nos auditeurs. Surtout en ce moment. Voilà. Ils ont quelques petits soucis de problèmes de difficultés, comme dirait l'autre. Nous a déclaré la chose suivante. L'immigration doit devenir une politique d'État, au même titre que la politique économique ou de la défense. Je propose que le Parlement débatte chaque année sur la politique d'immigration. Concrètement, qui, compétences, combien de personnes doivent venir, de quel endroit, avec quel type de compétences, etc. Il faudrait autoriser les statistiques de l'origine des personnes, donc seul moyen de définir une politique en matière d'immigration. Comment est-ce que vous réagissez à ce point de vue? Ça sent un peu les élections quand même, un petit peu de populisme, et pourtant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est juste, qui n'est pas juste? Quel est votre regard, à vous, Hakima Aït-El-Kadi, sur cette question de l'immigration aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être en France régulé d'une manière particulière? Est-ce qu'on peut parler de régulation de l'immigration sans être traité de facho? Ou est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il ne faut pas? Comment voyez-vous les choses? Moi, ce que je dis, c'est attention aussi de pas trop à chaque fois dire que c'est du populisme, oui. Et parce que c'est aussi des étiquettes qu'on met rapidement pour éviter certaines questions qui sont essentielles. Moi, pour ma part, la question de l'immigration est fondamentale dans toute politique, quelle que soit la nation qui s'interroge. Il faut bien sûr s'interroger sur les flux des personnes qui rentrent et qui sortent, pour des questions notamment de contrebande, par exemple. Oui. Vous voyez, donc cette question-là est fondamentale. Maintenant, bien sûr, les politiques ont tendance à faire des raccourcis, c'est-à-dire à faire des généralités dans les annonces qu'ils font, et ne vont pas spécifier véritablement de quelle immigration parle-t-on. Est-ce l'immigration légale? Est-ce l'immigration illégale? Est-ce que c'est celle En général, l'immigration illégale, on peut... Enfin, je ne vais pas autoriser une immigration illégale. Donc c'est plutôt l'immigration légale, j'imagine. Alors, quand je disais l'immigration illégale, c'est le traitement qui est fait ensuite des immigrés entrés illégalement sur le territoire. Et on voit que les traitements en fonction des pays ne sont pas forcément les mêmes, ou en fonction même des politiques. Mais là, en l'occurrence, je pense que l'intervention de François Fillon concernait l'immigration légale, et non pas le traitement que l'on fait a posteriori des gens qui sont rentrés illégalement sur notre territoire. Voilà, et c'est pour ça que je revenais sur
les énoncés qu'on a tendance à avoir en politique où on ne prend pas le temps. Alors, comment verriez-vous les choses à faire ? Sur la citation de François Fillon sur cette immigration effectivement légale, on connaît l'exemple du Canada où quand vous demandez un visa, ce sont des métiers, ce qu'on dit sous tension, qui vont vous permettre d'accéder. On sait aussi que nombre de pays comme les États-Unis, même les pays du Maghreb et nombre de pays d'Afrique ont une maîtrise aussi de leur propre immigration. C'est ce qu'on a appelé l'immigration choisie. Choisie, exactement. Concernant la citation de François Fillon, moi je pense qu'elle est légitime de la poser en tant que telle. Ensuite, la tonalité qui lui sera donnée, c'est là où il faut être extrêmement vigilant. C'est-à-dire qu'on peut poser ces questions sans être d'un parti extrême. Ça vous semble une question normale ? Ça me semble une question normale, mais je voudrais aussi dire qu'avant cela, il faut aussi, et j'aimerais de politiques qui posent ces questions-là, j'aimerais aussi qu'on s'interroge sur aussi le rapport Nord-Sud qui est illégal. Quand vous savez que nous autres Européens, nous pouvons aller au Maroc, pays de mes grands-parents, et que nombre de personnes de ce pays ne peuvent pas venir pour des questions touristiques et qu'il y a un soupçon d'installation, je crois que ces questions aussi sont plus que fondamentales aujourd'hui. Et si on se pose et on prend à bras-le-corps ces questions-là, je crois que ce type de questions ne poserait plus tant problème, puisqu'on verrait qu'il n'y a pas de double langage ni quoi que ce soit. Gilles Guignot. Est-ce qu'on est resté dans une situation coloniale quelque part ? Est-ce que la France est restée dans une situation post-coloniale par rapport au Maroc, par exemple, sur les visas, sur des choses comme ça ? La question post-coloniale, elle est extrêmement complexe. Moi, j'avoue que je ne la maîtrise pas. Je sais qu'il y a beaucoup de groupements, d'associations qui ont tendance à dire que l'État français, que les Français, même pas l'État, ont un imaginaire collectif qui est encore avec beaucoup de ressentis liés à la colonisation. J'ai découvert d'ailleurs cela en m'installant dans le sud de la France. Lorsque vous êtes nantaise, vous ne vivez pas autant cette histoire parce que les flux migratoires sont beaucoup ici par rapport à la question des populations harkis, des pieds noirs. Alors qu'en Bretagne, j'ai pas grandi effectivement avec ce type de questionnement. Je n'arrive pas à répondre à votre question en toute Très bien, sincérité. Mais merci beaucoup. Merci pour cette sincérité qui est importante pour nous. Et puis ces questions sont assez vagues en même temps, et donc non pas vagues mais larges, puisqu'elles sont précises, mais très larges, et donc pas facile de savoir répondre à tout ça. La montée du FN est importante ces temps-ci. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec le contenu du FN. Vous avez votre avis, les auditeurs ont des avis divers. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les extrêmes n'existent plus ou perdent leur saveur qu'elles ont aujourd'hui dans le cœur des gens ? Lorsque je vous entends, je suis en ce moment spectatrice d'une situation par rapport au mouvement de Marine Le Pen et qui travaille à faire en sorte que ce mouvement ne soit plus qualifié d'extrême droite. Oui. Vous voyez, ma génération est en train de vivre une véritable mutation lorsque vous regardez et vous écoutez les électeurs qui votent. On le voit d'un maître Collard qui dit que je soutiens pas le Front National nécessairement, mais le mouvement Bleu Marine. Donc on voit bien que là, il y a un changement de paradigme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les amalgames et les électeurs du Front National se reconnaissent pas forcément entre eux dans le choix qu'ils font, comme on peut retrouver au niveau des électeurs de la gauche, des électeurs de la droite, toute une nébuleuse. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je crois je m'interroge à ce niveau-là, puisque le mouvement de Marine Le Pen, elle est présidente du Front National, la question même du changement de nom, est véritablement en train d'essayer de se républicaniser dans le sens donner des gages, récupérer les questions de la laïcité, récupérer des questions aussi, notamment, on l'a vu à travers les dernières élections, où on va choisir aussi des profils issus de l'immigration, des profils d'hommes et de femmes musulmanes qui sont tête de liste. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui fait que... On perd des repères, là, concrètement. Exactement. Pardon. Henri Faucon. En fait, dans ce qui se passe actuellement, j'ai le sentiment que cette poussée, cette montée de l'extrême droite répond à des souffrances. Et les gens ne savent pas comment y répondre. Quelle est votre question ? Oui. La question, effectivement, comment peut-on répondre à ces souffrances pour éviter ces montées extrémistes ? Exactement. Ce qui fait que, comme vous dites si bien, ce qui fait que
les électeurs du Front National, je ne dis pas le Front National, les électeurs du Front National sont pour une large part d'entre eux aigris par le recul des valeurs, quand je dis républicaines, c'est ces valeurs d'exemplarité, puisqu'on le voit, la récupération du tous pourri, les questions aussi de la reconnaissance aussi. Tous ces points fondamentaux, plus ils vont reculer, plus effectivement le Front National va être comme une espèce d'exutoire aussi pour nombre d'entre eux. Certains vont être charmés et puis d'autres vont le faire par aigreur. Moi, dans mon entourage, beaucoup de personnes votent Front National. Il y a un autre point quand même que les électeurs du Front National soulèvent, c'est l'immigration. Vladimir Poutine disait il y a peu de temps, et je crois que beaucoup de Français sont ralliés à cette réflexion, la France est devenue la colonie de ses anciennes colonies. Que répondez-vous aux Français qui pensent ça? On a entendu des hommes politiques de droite, de l'UMP, donc pas d'extrême droite, dire aussi les Français n'ont plus l'impression d'être chez eux. Je l'entends beaucoup plus, celle-ci. C'est un peu la même chose. Oui, je veux réagir là-dessus, parce qu'en fait, qu'on réagit. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a ces flux migratoires de gens qui fuient leur pays? On ne fuit pas son pays pour le plaisir, on le fuit parce qu'on ne peut plus y vivre. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quelle est la réponse à donner? Sinon, essayer de permettre aux gens de vivre chez eux normalement. Mais comment faire? Comment faire pour que les gens acceptent de vivre ensemble? Alors, question multiple pour Hakima et Telkadi. Je vais essayer de la recentrer en disant, voilà, difficulté aujourd'hui en voyant de la part de beaucoup de Français, en voyant les flux migratoires vers la France, ça soulève plein de vieux dossiers, etc. Vous proposez, ce qu'il faut, c'est plus d'esprit républicain pour vivre ensemble aujourd'hui. Et puis plus d'écoute. Moi, écoutez ces Français qui disent, effectivement, on ne sait plus où on habite, tout va trop vite. Je les comprends totalement dans leur questionnement. Je ne suis pas là à leur dire « vous pensez faux ». Et on a dit beaucoup de fois aux gens « vous pensez faux ». Vous pensez mal. Et vous pensez mal. A fortiori, oui, c'est ce que je voulais dire. Monsieur a soulevé cette question et je m'en étais réjouie lorsqu'il y avait eu la construction de l'Union pour la Méditerranée qui consistait à ce qu'il y ait véritablement dans le bassin euro-méditerranéen une concertation entre les pays membres pour qu'il y ait effectivement sur ces questions de l'immigration des moyens qui soient versés directement aux populations. Enfin, c'était un vaste projet qui permettait effectivement d'éviter ces immigrations de la détresse, ces émigrations de la détresse, qui fait qu'on voit aujourd'hui, et je pense au détroit de Gibraltar, où quand je le traverse pour rentrer au pays, je me dis combien cette mer a-t-elle porté de morts, de jeunes, de femmes, d'enfants, qui ne quittent pas, bien sûr, qui quittent leur pays parce que économiquement, mais aujourd'hui, avec les révolutions arabes, on a pu voir, c'est aussi parce qu'il y a la guerre dans ces pays. Entendre maintenant le pays accueillant, et notamment ceux qui le constituent, s'interroger sur cette question, je crois que l'élément fondamental, je le disais, c'est ne pas dire « vous pensez faux », vos inquiétudes sont légitimes. Moi, je dis vos inquiétudes, parce que l'histoire ne se fait pas en 10 ans, elle met énormément de temps à se faire, une culture met énormément de temps aussi à se construire et donc aussi à se partager. Parce qu'on peut construire sa culture et rester dans un entre-soi, mais à se partager, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui absolument préserver. Gilles Guignot. Je fais une transition sur Transmed, oui. Puisque vous y avez mis plus que mis les pieds à Transmed. Bon. J'ai fondé une association qui s'appelle Génération Transmed. Parlez-en un peu. Cette association, elle avait vocation, si vous voulez, était partie d'un diagnostic. L'INGEP, qui est un organisme qui travaille sur les questions de la jeunesse, avait mis un ouvrage qui tirait la sonnette d'alarme dans son éditorial sur la population des 16-35 ans en 2020. Le rapport était incroyable quand vous voyez sur la rive nord Méditerranée, les jeunes qui vont faire l'Europe constituent à peu près 10 millions de jeunes et on aurait en 2020 130 millions de l'autre côté de la rive méditerranéenne. Donc on voit bien comment il y avait prévention à avoir. Ma vocation en fondant cette association Génération Transmed, c'était de prendre toutes les compétences, toutes les bonnes volontés humanistes à pouvoir mettre en place des dispositifs éducatifs, sociaux, médicaux, en tout cas ces compétences pour cette jeunesse de l'autre côté. C'était une époque où j'étais très idéaliste, très ambitieuse. La réalité a montré qu'il y avait ensuite énormément de difficultés, bien sûr, à porter ce genre de projet, tout simplement
pour, par exemple, les questions de circulation. Quand on avait vocation à mettre en place un projet qui consistait à faire mieux se rencontrer de jeunes Vauclusiens avec des enfants de l'Égypte ou des enfants de la Grèce, moins la Grèce, mais plus pour l'Égypte, l'échange ne pouvait pas se faire s'il ne se faisait pas dans un cadre, soit donc Erasmus ou d'autres dispositifs. Donc, on s'est trouvé complètement limité. Ma vocation, pour moi, était véritablement d'éclairer aussi, pour la génération à venir, les consciences sur les enjeux qui se font actuellement, pour éviter effectivement cette question que je disais un petit peu, je n'aime pas ce terme, mais en même temps de choc des civilisations, parce que c'est cette rhétorique-là que l'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver. Alors, à ce sujet-là, je vous propose, on va marquer une petite pause et on arrive sur cette question du choc des civilisations pour nous aujourd'hui, avec un certain nombre d'éléments sociaux qui se passent en France. Que vous puissiez, Madame Hakima Aït-El-Kadi, nous donner votre sentiment là-dessus. Retour sur le plateau de RCF et puis en vidéo en même temps, vous le découvrez sur le site du diocèse d'Avignon et un certain nombre de sites internet. Merci beaucoup d'être là pour cette tribune du Vaucluse consacrée à vous, Madame Hakima Aït-El-Kadi. Vous êtes sociologue, maman, femme politique et bien d'autres choses encore. Et on voudrait vous poser des questions sur l'aspect social. Aujourd'hui, la France est assez secouée. On peut penser au mouvement qu'il y a à l'occasion du barrage de Sivins, de Notre-Dame-des-Landes. On sent qu'il y a dans la France un mouvement de population qui vient. Alors évidemment, il ne faut pas être pessimiste, mais j'ai quelques vieilles langues qui disent ça nous rappelle un 1700 quelque chose. Ça sent un peu le roussi, cette situation. Vous voyez ça comment aujourd'hui? Ça risque de péter ou pas? J'ai traduit la fin de la question en une question très courte. Voilà, très clair moi aussi. je le sens. Moi je les sens. C'est cette situation. Vous évoquez effectivement la question du barrage de Sivins, mais il y a au-delà de Notre-Dame. Des Landes. On pourrait parler de la retraite, de l'écotaxe. Exactement. Un tas de sujets qui divisent les Français. Exactement. Vous l'avez dit. Il y a un tas de sujets qui divisent et on entend trop peu qui nous rassemblent. Médiatiquement, les médias participent beaucoup de cette division quelque part. C'est une réalité quand même. Oui, mais lorsque vous rappelez des réalités qui divisent à vos enfants, vous savez que vous n'allez pas les booster, les coacher, les rendre optimistes et ambitieux. Donc vous faites aussi en sorte d'éclairer, d'illuminer un petit peu leur quotidien en montrant des sujets qui rassemblent pour les rendre moins inquiets. Donc ce sont effectivement des réalités. Alors, quels seraient les sujets qui peuvent rassembler aujourd'hui en France? Eh bien, ça peut être un sujet comme notre rencontre aujourd'hui, que je salue, parce que ça montre aussi qu'il y a aussi des dialogues qui se font au-delà des dialogues religieux. Si je l'apprécie autant que vous, c'est quand même une toute petite pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui serait un peu plus important et néanmoins fédérateur dans notre pays? Moi, je pense que je suis très attachée à ces fêtes qui sont nationales, qui malheureusement sont... Il y a des jours fériés, comme le 14 juillet. Moi, lorsque j'étais aux États-Unis, le Happy Fourth, j'avais été heureuse de le célébrer, la fête de l'indépendance dans le lotissement dans lequel j'étais. Et j'ai pu voir des populations se rassembler ensemble au-delà de leurs appartenances, qu'elles soient religieuses, culturelles. Je pense que déjà sur des moments forts qui marquent l'histoire de notre nation, des choses à célébrer avec les enfants. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut capitaliser sur l'éducation. Vous voulez dire qu'on a perdu la joie de se retrouver? La joie de se retrouver. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez juste à l'échelle, par exemple, de nombre d'écoles, parce que pour des questions de budget, des questions aussi de fatigue de parents qui travaillent, les femmes travaillent aujourd'hui, il n'y a plus de fêtes de fin d'année, de kermesse, de carnaval et tous ces éléments. Je crois qu'ils ont toujours, d'une façon dans l'histoire, participé du rassemblement, du partage. La culture du partage, aujourd'hui, elle se fait dans vase clos, dans un entre-soi, entre membres d'une même famille politique, religieuse et autres. Et je crains cette société en grumeaux qu'on est en train de construire. Une société en grumeaux qu'on est en train de construire. Henri Faucon. À propos du rôle des médias, vous avez pointé, me semble-t-il, le fait que les médias utilisent l'information en la déformant d'une certaine façon pour la canaliser dans le sens qu'ils veulent développer. Alors, j'ai pas vraiment dit cela, j'ai juste dit que les médias vont mettre le focus sur des éléments qui sont plus diviseurs,
et donc renvoie à une réalité effectivement qui pour le coup, des événements réels pour le coup, et qui ne sont pas, qui sont vrais. Et pour quelles raisons certains. font-ils cela ? Je pense que il y a aussi, il y a certains médias, je ne dis pas les médias, c'est aussi la recherche du scoop, et puis surtout, vous savez que l'auditeur est beaucoup séduit par les éléments dramatiques. Ça, c'est anthropologiquement en nous. Ça rassure indirectement, mais d'une autre façon. Hakima Etelkadi, j'aimerais reprendre avec vous sur toutes ces notions dont vous venez de parler, de démarche républicaine, ensemble, etc. J'ai autour de la quarantaine, je resterai poli. Et alors, on a toujours entendu les valeurs républicaines, la démarche républicaine, etc. Je sais même que vous avez fait un pèlerinage républicain pour les 20 ans de la loi sur la Convention des droits de l'enfant. En quoi ça, aujourd'hui, c'est actuel ? Parce que ce qui intéresse nos jeunes, c'est leur Game Boy. Ce qui intéresse nos jeunes, c'est leur futur, c'est l'avoir. En quoi est-ce que les valeurs républicaines ont une actualité positive pour aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles proposent de bon ? C'est quoi le choc en fait qui pourrait se vivre positif avec ces valeurs républicaines selon vous ? Déjà, j'aime dire que les valeurs républicaines sont les valeurs humanistes. Je crois que du coup, on touche beaucoup plus de jeunes parce qu'aujourd'hui, la République, beaucoup ont vécu un désenchantement, cette expérience-là, ne serait-ce qu'à travers les politiques, qui sont dans une terre sécularisée, dite laïque, comme en France. L'entité qu'on a voulu ériger comme l'incarnation du cap à suivre. On joue tous le jeu, sauf que quand ce cap s'effondre, qu'est-ce qu'il reste ? C'est quoi l'humanisme ? Pardon ? L'humanisme, qu'est-ce que c'est ? L'humanisme, pour moi, c'est une posture à avoir qui repart sur ces valeurs que sont la solidarité, que sont bien sûr l'équité, l'égalité, mais plus l'équité de traitement. L'humanisme, c'est reconnaître l'autre, non pas, attention, hors de son appartenance, parce que là, on va dans une neutralité qui assimile et qui efface l'autre. C'est essayer de le reconnaître dans ce qu'il peut m'apporter et ce que je peux lui apporter pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, je vais être plus prosaïque. Alors du coup, que pensez-vous de l'idée qui consiste à réinstaurer de manière obligatoire un service collectif pour les jeunes Français entre 18 et 20 ans, qui remplace l'antique service militaire où là on ne porterait plus les armes, mais on rendrait service ? Est-ce que ça pourrait être fédérateur ? Ceux qui voient la vidéo ont déjà un bout de réponse avant même que vous commenciez. Mais la réponse m'intéresse quand même. Pour moi, non, je ne suis pas du tout... je trouve que c'est une mesurette. Pour moi, un service civil pour ces jeunes, c'est quoi ? C'est une autre façon de gérer... C'est une façon de se connaître, de vivre un peu en communauté ? Là, ce sont les jeunes qui vont faire l'expérience dans un hôpital, dans une caserne de pompiers, qui vont faire l'expérience dans une collectivité. Moi, je m'interroge, je me dis quels vont être les dispositifs qui vont permettre la réalisation de ce projet. Est-ce que tous les jeunes pourront y prétendre de la même façon ? C'est la question, par exemple, des stages que doivent faire les enfants en 3e. Et on se retrouve à voir des enfants qui font des stages chez des snacks, là où d'autres vont les faire dans des grandes entreprises de renom. On voit bien ici que ce type de mesure, effectivement, sur le papier, dans l'idéal, il est intéressant. Par contre, dans la réalité pratique, que va-t-il en être au niveau de ces jeunes ? Je ne pense pas que ce soit réellement la voie qu'il faille suivre à ce niveau. C'est l'occasion de se rencontrer, parce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'école, finalement, ils ne se rencontrent pas tellement. Les écoles sont implantées dans des quartiers. En général, les quartiers correspondent à certaines communautés. Alors, sur cette mesure, on ne sait pas combien de jeunes dans un même lieu et un même territoire. On n'en connaît pas les détails puisqu'elle n'existe pas. C'était le principe. Mais même dans l'annonce, à partir du moment qu'on fait l'annonce, si vous me dites que effectivement, le service militaire, vous subissiez le mélange de toute façon. Mais si vous me dites que ça va consister à ce qu'un jeune de je ne sais pas l'âge exact, 18 ans, 20 ans. De 18 ans aille faire, c'est ce qu'on a, on a déjà le service civil aujourd'hui qui existe. Qui n'est pas obligatoire. Il n'y aura pas forcément la rencontre, puisque vous allez vous retrouver dans les mêmes reproductions sociales, où les uns vont plutôt se diriger dans tel établissement, les autres plutôt dans tel autre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire ce rassemblement de différence, c'est qu'on apprenne à se connaître et à se rencontrer, notamment à cet âge-là. Et le service militaire avait cette fonction.
quelque part. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est bien ensemble et que ça durerait des heures. La mauvaise, c'est que le temps passe. Alors on marque une mini courte pause et on change de sujet. De retour sur le plateau pour cette dernière partie de notre émission. Merci Madame Maïté El Kadi d'être avec nous. Alors, on va parler religion, éducation. Il nous reste très peu de minutes, alors on va devoir aller un petit peu vite. Hier, il m'est arrivé une histoire. C'est une histoire vraie. Je descends dans le parking souterrain d'un parking ici du centre-ville d'Avignon, et puis quelqu'un reconnaît mon appartenance chrétienne et me dit ici, t'as pas compris, on est en terre d'islam. Alors je fais à la fois gloups, je me dis qu'il doit être en terre d'islam, mais a priori il avait un petit coup dans le nez, donc je n'en ai pas voulu, j'ai vu que c'était pas très cohérent. Vraie question, aujourd'hui, la terre de France, est-ce que c'est une terre chrétienne ? Est-ce que c'était une terre chrétienne ? Comment est-ce que, pour nous chrétiens, là, il faut que vous nous... Alors, évidemment, vous ne représentez pas tous les musulmans. On est d'accord, on ne vous le demande pas. Éclairez-nous sur le regard qui est le vôtre, justement, sur la terre qui est la nôtre ici. Nous, on est un peu paumés. Comment vous voyez les choses, vous ? Je vous embête avec ma question. Vous êtes un peu paumés par rapport à... Parce qu'on vous renvoie certains discours, effectivement, peut-être chrétiens de France à ce moment-là. Non, moi, ce que je vois, c'est aujourd'hui, sur la question de la France, racine chrétienne, culture chrétienne, je dis oui, la France a une culture chrétienne. La France, c'est un fait, exactement, judéo-chrétienne. Qu'il faille le reconnaître, je signe 2 fois, 10 fois. J'ai même moi, d'ailleurs, de par mon acculturation ici, en tant que fille née à Nantes, certes, je me rappelle de l'édit de Nantes, qui m'avait beaucoup marquée, j'ai bien, effectivement, appréhendé cette dimension et j'en ai même essayé de la traduire dans ma vie quotidienne. Je m'en explique. J'ai réussi à convaincre mon mari qu'il était essentiel de faire des parrains et des marraines, quand bien même ça ne fait pas partie de notre culture, à nos enfants. Alors 40 jours, c'est là qu'on fait le baptême. Je disais, il faut absolument qu'ils aient un parrain et une marraine qui ne soient pas musulmans. C'est la meilleure antidote au genre de propos que vous avez pu avoir hier. C'est-à-dire qu'ils vont grandir avec cette idée qu'ils ont des passeurs et des compagnons de vie qui ne sont pas nécessairement de la tradition religieuse dont ils font partie. Aujourd'hui, mon fils a 19 ans, il a une marraine qui est de confession chrétienne. Ma fille a un parrain dont l'épouse est de confession juive. Et une autre anecdote... Ça doit être facile à table tout ça. C'était pour l'anecdote, mais c'est tout. À table, c'est ça l'humanisme, c'est-à-dire dans la diversité, on se retrouve et on partage sur des éléments qui sont tout simplement l'amour. Et je crois que c'est ça aussi. Donc, par rapport à la réaction stupide d'ailleurs, et puis vous avez dit un détail, c'est qu'il avait peut-être quelque chose dans le nez. Donc, la religion musulmane dit que l'alcool est interdit. Donc, je pense que c'est encore un prêt à penser. Je me suis servi de ça de pied de biche pour le propos, rassurez-vous. Ce sont des prêts. Par contre, c'est vrai, il y a une réelle inquiétude sur cela. Moi, j'en suis extrêmement inquiète dans la mesure et puis très déçue. Où je me dis, mince, ma génération, j'ai 38 ans, née à Nantes, je me suis dit, ces 30 dernières années auraient été fondamentales pour pouvoir effectivement construire ce vivre ensemble, mais je vais beaucoup plus loin, de s'inscrire dans le projet de construire ensemble. Parce que ça ne m'intéresse pas, moi, le projet de vivre ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est construire ensemble. C'est-à-dire que je suis aussi préoccupée par le sens dans lequel va mon voisin et surtout d'où il vient, son histoire. Et cette dimension, bien sûr, de la respecter. Et puis, je la respecterai d'autant plus qu'il me reconnaît dans ma dignité et mon humanité. Merci beaucoup, Haké Maïté El Kadi, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera sur l'antenne de RCF Vaucluse, sur le site internet rcf.fr, ainsi que dans le Vaucluse. Ce nouveau rendez-vous sera pour nous une occasion de donner la parole très largement, à une seule condition, bien remplie ce soir, et même avec brio, avoir quelque chose à dire et faire avancer le monde. Madame, merci beaucoup. Merci à tous. Merci au son, Olivier Meunier. À la vidéo, monsieur David Arrojo da Silva.